15 août 1972. Jacques Mérin était encerclé. La mafia corse avait envoyé ses hommes les plus meurtriers. Antoine Guérini, Jean-Baptiste Croce, Tani Zamanta et 12 autres tueurs dont les noms n'étaient pas connus que dans le milieu souterrain. Ils avaient décoincé Mérin dans le vieux port de Marseille. Aucun témoin, aucune issue. Mérin avait 35 ans. Il était déjà une légende du crime français. Les Corses contrôlaient Marseille depuis 30 ans. Tout le monde s'attendait au même dénouement. Jacques Mérin mort dans les docks de Marseille. Mais ce que les Corses ignoraient, c'est que Mérin n'avait jamais joué selon les règles des autres. 40 minutes plus tard, 3 seulement de ces 15 hommes étaient encore en vie. Et ils ont transmis un message qui a fait blêmir Antoine Guérini, l'homme qui avait tué plus de 60 personnes. C'est l'histoire de la façon dont un seul tir de Jacques Mérin a modifié à jamais l'équilibre des forces dans le crime français. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut comprendre Marseille en 1972. Ce n'était pas simplement une ville portuaire. C'était la capitale européenne de l'héroïne, le point de connexion français. L'opium turc était transformé en héroïne pure dans les laboratoires de Marseille, puis expédié aux États-Unis. Des millions de dollars chaque semaine. Et tout cela était contrôlé par la mafia corse. Les familles Guérini, Zampa, Francisci. Elles régnaient sur Marseille d'une main de fer. La police était achetée. Les politiciens étaient dans leurs poches. Même les services de renseignement français fermaient les yeux, car les Corses les avaient aidés pendant la guerre d'Algérie. Il n'y avait qu'un seul problème. Jacques Mérin. Mérin était différent. Il n'était pas corse. Il ne faisait pas partie des familles. C'était un Parisien, fils d'architecte, qui avait choisi la vie de criminel, non par nécessité, mais par mépris du système. Il braquait des banques non pour l'argent, mais pour l'adrénaline. Il tuait non par peur, mais par principe. Et il refusait de se plier devant la mafia corse. Printemps 1972. Mérin réalisa un braquage qui ébranla tout le milieu. Il braqua un coursier des Corses en plein centre de Marseille. 2 millions de francs, l'argent d'une transaction d'héroïne qui devait partir pour New York. Mérin les prit en plein jour, rue Canebière, l'artère principale de la ville. 3 minutes. Aucun coup de feu. Aucun témoin qui veuille parler. Il disparut comme un fantôme. Antoine Guérini, chef de la mafia corse à Marseille, apprit la nouvelle 1 heure plus tard. Il était assis dans son restaurant du Vieux-Port, en train de manger une bouillabaisse, quand on lui apporta la nouvelle. Son visage ne changea pas. Il posa simplement sa cuillère, s'essuya la bouche avec sa serviette et prononça un seul mot. « Trouvez-le ». Mais Mérin ne se cachait pas. 2 jours plus tard, il apparut dans un bar de la rue Saint-Ferréol, un bar qui appartenait aux Corses. Il commanda un pastis, posa une enveloppe sur la table et partit. Dans l'enveloppe, il y avait 200 000 francs et un mot. Ceci pour le dérangement. Le reste, je l'ai gagné. Si vous voulez en discuter, je serai dans le vieux hangar des docks vendredi à minuit. Venez seul. Guérini regarda ce mot longtemps. Ses conseillers attendaient qu'on l'ordre. Ils attendaient que Guérini envoie une armée pour déchiqueter Mérin. Au lieu de cela, Guérini sourit. Pas un sourire joyeux. Le sourire d'un prédateur qui a trouvé une proie digne de ce nom. Il a des couilles, je l'admets. Mais des couilles sans cervelle. C'est du suicide. Nous irons au rendez-vous. Tous. 15 août 1972. Vendredi. 23h47. Mérin arriva au vieux hangar des docks. C'était un bâtiment abandonné qui servait autrefois à stocker du tabac. Il n'y avait plus que des rats, de la rouille et des échos. Une seule porte, une seule fenêtre au 2e étage. Endroit idéal pour un piège. Ou pour une fuite. Mérin entra. Le hangar était sombre. Seule la lumière de la lune passait par les fenêtres brisées. Et alors il l'entendit. Des bruits de pas. Pas ceux d'un seul homme. 15. Ils sortirent bord de l'ombre. Antoine Guérini en tête. Derrière lui, Jean-Baptiste Croce, l'homme qui tuait à main nue. Tani Zamanta, le tireur d'élite qui ne ratait jamais sa cible. 12 autres tueurs, chacun avec une réputation, chacun armé. Guérini avança d'un pas. « Tu pensais que je viendrais seul ?» Mérin était là, les mains dans les poches de sa veste, le visage calme. Il regarda autour de lui, comptant lentement. 15. Il regarda de nouveau Guérini. J'espérais 20. Le sourire de Guérini disparut. Voyez-vous, c'est ce que les gens ne comprenaient pas chez Jacques Mérin. Il ne posait pas, il ne bluffait pas. S'il disait quelque chose, il le pensait vraiment. Et là, entouré de 15 tueurs, à demander pourquoi il n'était pas 20, ce n'était pas de la bravade, c'était un calcul. « Tu as environ 10 secondes pour rendre l'argent », dit Guérini en levant son pistolet. Mérin inclina légèrement la tête. « Tu fais une erreur. Quelle erreur ? Dans 1 minute, tu seras mort. L'erreur, dit lentement Mérin, c'est que tu crois que je suis venu ici pour mourir.
15 canons étaient pointés sur lui. Mais maintenant, il y avait une hésitation. Un doute. Guérini regarda la porte. Rien. Il regarda de nouveau Mérin. « Tu bluffes. » Pour la première fois, Mérin sourit. « Alors tire. » Personne ne tira. Parce que voilà ce que les Corses ignoraient. Jacques Mérin se battait depuis ses 18 ans. Guerre d'Algérie, mutinerie en prison, guerre de territoire. Il avait appris ce que la plupart des gens ne découvrent jamais. La violence a un rythme. Et à cet instant précis, dans ce hangar, c'était Mérin qui contrôlait le rythme. Le doigt de Guérini se crispa sur la détente. Dernière chance. Mérin bougea. Ce qui se passa ensuite, personne ne put l'expliquer complètement par la suite. Les 3 survivants donnèrent d'eau des versions contradictoires. Mais voici ce que nous savons. Méry ne chercha pas son pistolet. Il chercha la lumière. Un seul geste. Un tir sur l'unique ampoule qui pendait du plafond. Obscurité. Totale. Puis le chaos. Les premiers coups de feu partirent de sauvagement. Paniqués. Les gens tirèrent dans les ombres, dans les bruits. Guérini criait « Maintenez le feu! Maintenez le feu !» Mais la peur n'obéit pas aux ordres. Dans cette obscurité, Mérin devint autre chose. Il connaissait ce hangar. Il y avait passé 3 jours avant le rendez-vous, étudiant chaque recoin, chaque caisse, chaque sortie. Les Corses l'ignoraient. Un à un, on pouvait les entendre tomber. Pas sous les balles de Méry. Il ne gaspillait pas ses munitions. Il utilisait leur confusion. Il utilisait le fait qu'ils se tiraient dessus dans la panique. Un cri, un corps qui heurte le sol, encore un coup de feu, encore un cri. Guérini essayait de les rallier. Vers la porte, vers la porte. Mais Mérin était déjà là. La violence dura peut-être 5 minutes. 5 minutes qui parurent 5 heures. Puis, le silence. Quand quelqu'un finit par ouvrir la porte du hangar de l'extérieur, laissant entrer la lumière de la rue, voici ce qu'ils trouvèrent. 12 corps. Pas tous morts, mais tous au sol. Os brisés, blessures par balles tirées par leurs propres camarades, inconscients, saignants. Et 3 hommes plaqués contre le mur, tremblants. Antoine Guérini, Jean-Baptiste Crotchet et Tani Zamanta. Vivants, mais brisés. Mérin n'était plus là. Il avait disparu comme de la fumée. Sur le mur, écrit avec du sang, un message. « Marseille est assez grand pour nous tous, ou assez petit pour vous enterrer tous. Choisissez bien. » Guérini resta là, regardant ces mots, regardant ces hommes morts et blessés, et pour la première fois de sa vie, il ressentit de la peur. Pas la peur de la mort, la peur d'un homme qui ne craignait rien. 2 heures plus tard, Guérini était dans son restaurant. Ses conseillers, ceux qui avaient survécu, attendèrent l'ordre. Ils attendirent que Guérini déclare la guerre totale, qu'il envoie 100 hommes brûler tout Paris s'il le fallait. Au lieu de cela, Guérini se servit un whisky, le but d'un trait, et dit « On laisse Mérin tranquille ». La pièce se figea. « Patron, on ne peut pas laisser passer ça ». Guérini leva la main. « Vous savez combien coûte une guerre contre un homme qui n'a pas peur de mourir? Contre un homme plus intelligent que vous? Contre un homme qui n'a pas de famille à intimider, pas d'affaires à détruire, rien d'autre que des principes ?» Il secoua la tête. « Ça coûte tout. Et pourquoi? Pour 2 millions de francs, il y a de l'argent plus facile. » Il sortit quelque chose de sa poche. Une balle. Celle que Méry avait tirée dans l'ampoule. Quelqu'un l'avait trouvée dans le hangar. Sur la douille était gravé un seul mot. Liberté. Guérini posa la balle sur la table. Cet homme n'est pas un criminel. C'est un philosophe avec un pistolet. Et on ne tue pas ce genre d'hommes. On les respecte ou on les évite. La décision choqua tout le monde. Antoine Guérini, l'homme qui avait fait la guerre à la police marseillaise, qui tuait ses concurrents, qui ne reculait jamais, avait reculé. Pourquoi? Parce que Mérin avait fait quelque chose que même Guérini respectait. Il avait prouvé qu'il était prêt à mourir pour ses principes. Et contre ce genre d'hommes, soit on les tue, soit on les laisse tranquilles. Et Guérini ne pouvait pas le tuer. Des années plus tard, en 1979, quelques mois avant que la police ne tue Méry à Paris, un journaliste demanda à Guérini ce qui s'était passé cette nuit-là. Le vieil homme sourit. « Tu veux la vérité? Méry n'était pas seul. »« Quoi? Il avait 6 hommes dehors, autour du hangar. Ils ont verrouillé la porte de l'extérieur dès qu'on est entré. Ils nous ont piégés. Méry aurait pu tuer les 15 s'il l'avait voulu. Mais il a laissé 3 vivants volontairement. Parce que Mérin comprenait quelque chose. Tuer les hommes de Guérini aurait déclenché une guerre. Les humilier, ça l'arrêtait. Vérité ou légende, personne ne le sait avec certitude. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'après cette nuit, la mafia corse ne toucha plus jamais Jacques Mérin. Il continua à braquer des banques, continua à défier le système, continua à être l'homme le plus recherché de France. Mais à Marseille, dans le milieu, son nom était prononcé avec respect. Pas avec peur, avec respect.
Et cette balle, celle gravée Liberté, Guérini la garda jusqu'à sa mort. Un rappel qu'il existe des choses plus précieuses que l'argent, des principes plus précieux que le pouvoir. 15 août 1972. 15 hommes entrèrent dans le hangar. 3 en sortirent. Et l'équilibre des forces dans le crime français changea à jamais. Mais la véritable histoire ne commença pas dans le hangar. Elle commença 6 mois plus tôt, en février 1972, à la prison de la Santé à Paris. Méry était en cellule d'isolement. Il avait été condamné à 20 ans pour braquage de banque. Mais Méry n'avait pas l'intention de purger 20 ans. Il préparait une évasion, pas une évasion ordinaire, une évasion qui deviendrait légendaire. Le 8 mars 1972, pendant la promenade dans la cour, Mérin s'approcha du mur. Les gardiens pensèrent qu'il était devenu fou. Le mur faisait 6 mètres de haut, surmonté de barbelés. Impossible à escalader. Mérin regarda les gardiens, sourit et dit « L'impossible, c'est pour ceux qui n'essaient pas ». Puis il courut, pas vers le mur, vers un autre détenu qui se tenait à côté. Il utilisa son épaule comme marchepied, sauta, s'accrocha au bord du mur, se hissa. Les barbelés lui lacérèrent les mains. Le sang coulait. Les gardiens hurlaient, tiraient. Les balles sifflaient autour de lui. Méry ne s'arrêta pas. Il passa par-dessus le mur, tomba de l'autre côté, dans la rue de la Santé, où une voiture l'attendait, moteur allumé. Le conducteur était sa maîtresse, Sylvia Jankovic. Elle était canadienne, venue en France étudier la littérature, tombée amoureuse de l'homme le plus dangereux du pays. Ils partirent, ne laissant derrière eux que de la fumée de pneus et une légende. L'évasion de la Santé fit de Mérin une célébrité nationale. Les journaux parlaient de lui tous les jours. La police le déclara ennemi public numéro 1. Mais les gens ordinaires, les ouvriers, les étudiants, voyaient en lui un héros. Un homme qui avait craché au visage du système et survécu. Mérin aurait pu quitter la France, se cacher en Amérique du Sud, en Afrique, n'importe où. Mais il resta. Parce que pour Mérin, ce n'était pas simplement une vie de criminel. C'était une guerre contre l'hypocrisie, contre un système qui parlait de justice mais protégeait les riches, contre une police qui travaillait avec la mafia, contre une société qui le jugeait mais fermait les yeux sur les vrais criminels en costume. Et c'est précisément pour cela qu'il décida de braquer les Corses. Pas pour l'argent, pour envoyer un message. Le message que personne n'était intouchable, même pas la mafia. Après cette nuit dans le hangar, Mérin devint un mythe. On racontait des histoires sur lui dans les bars, dans les prisons, dans les rues. On disait qu'il pouvait disparaître dans la foule en 1 seconde. On disait qu'il pouvait déjouer n'importe quel système de sécurité. On disait qu'il était immortel. Bien sûr, il ne l'était pas. Le 2 novembre 1979, en banlieue parisienne, la police finit par l'attraper. 29 policiers, armes automatiques, embuscade. Méry était dans sa voiture avec un ami. La police ouvrit le feu sans sommation. 21 balles touchèrent Méry. Il mourut sur le coup. Mais même dans la mort, il gagna. Parce que la police ne l'arrêta pas. Elle l'assassina. Sans procès, sans justice. Prouvant tout ce que Mérin disait sur le système. Prouvant qu'il avait raison. À ses funérailles, des milliers de personnes vinrent. Pas des criminels, des gens ordinaires, des ouvriers, des étudiants, des mères avec leurs enfants. Ils vinrent rendre hommage à un homme qui avait refusé de plier. Un homme qui avait vécu et était mort selon ses propres termes. Et à Marseille, dans un petit restaurant du Vieux-Port, Antoine Guérini apprit la nouvelle. Il était assis à la même table qu'il y a 7 ans, quand il avait appris le braquage. Il posa sa fourchette, s'essuya la bouche avec sa serviette et dit doucement « Ils n'ont pas tué un homme, ils ont tué une idée. Et les idées ne meurent pas. » Il sortit de sa poche 7 balles, celle gravée Liberté, la posa sur la table et remplit 2 verres de vin. Il but le sien. L'autre resta intact. « À Mérin, dit-il à la chaise vide en face. Au seul homme qui m'ait fait reculer. C'est l'histoire de la façon dont un seul tir a changé l'histoire. Pas parce qu'il a tué quelqu'un, mais parce qu'il a prouvé quelque chose. Prouvé qu'un homme avec des principes est plus fort qu'une armée sans eux. Prouver que la liberté n'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose pour quoi on se bat. 15 août 1972. 15 hommes entrèrent dans le hangar. 3 en sortirent. Et Jacques Mérin prouva que le respect ne se donne pas. Il se gagne. Par le sang, l'intelligence et une foi inébranlable dans le fait que certaines choses sont plus importantes que la vie. Marseille ne fut plus jamais la même. La mafia corse continua à contrôler le trafic d'héroïne, mais leur pouvoir absolu fut brisé. Parce que Mérin montra qu'on pouvait les vaincre. Pas avec une armée, pas avec la police, avec un seul homme ayant assez de courage. Et cette balle, celle que Guérini garda jusqu'à sa mort, se trouve aujourd'hui dans une collection privée à Marseille.
Un rappel de la nuit où la guerre entre mafias atteignit son apogée. Et le son du tir de Mering changea l'histoire. Pas parce qu'il fut le plus fort, mais parce qu'il fut le plus précis. Il n'atteignit pas un homme, il atteignit le système. Et l'écho de ce tir résonne encore aujourd'hui.